Il existe un outil, une sorte de clé, pour vraiment décoder le succès des plus grandes entreprises. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui, la chaîne de valeur. C'est un concept fondamental pour piger comment une boîte peut, littéralement, dominer son marché. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple que tout le monde connaît, l'iPhone. Pourquoi est-ce que ça coûte si cher? Sérieusement. Si on met de côté le coût des pièces, de l'assemblage, qu'est-ce qu'on paie au juste? C'est pile le genre de question qu'on va éclaircir. Eh bien, la réponse, la clé de cette énigme, elle tient en 3 mots. La chaîne de valeur. C'est ça l'outil. Il nous permet de regarder bien au-delà du produit fini pour vraiment analyser tout, absolument tout le processus qui lui donne sa valeur. Alors, plongeons un peu plus dedans. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette idée? Alors, pour la petite histoire, ce concept nous vient de Michael Porter en 1985. Et son idée, elle est juste géniale. Il a dit « Arrêtons de voir une entreprise comme une grosse boîte noire, un monolithe. Non, il faut la voir comme une chaîne, une série d'activités qui sont toutes liées les unes aux autres. Et chaque activité, chaque petit maillon de cette chaîne peut potentiellement ajouter de la valeur pour le client. » Et le but ultime de tout ça? C'est simple. Il s'agit de maximiser ce que Porter appelle la marge. Alors, la marge, qu'est-ce que c'est? C'est tout bête, c'est la différence entre la valeur totale, donc le prix que le client paye, et le coût total de toutes les activités de l'entreprise. Et pour faire grimper cette marge, il n'y a pas 36 solutions. Soit on baisse les coûts, soit on augmente la valeur que le client perçoit. Ok, mais alors comment on fait pour optimiser cette fameuse marge? Eh bien, il faut commencer par disséquer l'entreprise. Allons voir un peu son anatomie, vue à travers le prisme de ce modèle. Ce modèle, il est assez simple dans sa structure. Il divise tout ce que fait une entreprise en 2 grands types d'activités. D'un côté, on a ce qu'on appelle les activités principales. Celles-ci, elles touchent directement à la création, la vente et le service du produit. Et de l'autre côté, il y a les activités de soutien. Leur rôle, c'est de s'assurer que les activités principales tournent et tournent bien. Regardons un peu ces activités principales de plus près, avec des exemples concrets. Prenons la logistique interne. Pensez au système juste à temps de Toyota. Ils reçoivent les pièces pile au moment où ils en ont besoin, ça minimise les coûts de stockage. Ensuite, les opérations. Apple qui sous-traite toute sa fabrication pour se concentrer à fond sur le design. La logistique externe, facile, Amazon Prime et son réseau de livraison ultra rapide. Et enfin, le marketing, la vente et le service. L'expérience en Apple Store avec le Genius Bar, ça crée une loyauté client qui est juste énorme. Mais attention, il ne faut surtout pas oublier les activités de soutien. On pourrait dire que ce sont un peu les piliers invisibles de l'édifice. On parle ici de l'approvisionnement, par exemple, qui s'assure d'avoir les meilleurs composants. Du développement technologique, pensez aux puces surpuissantes qu'Apple conçoit en interne. De la gestion des ressources humaines, avec par exemple la culture du Kaizen chez Toyota, cette philosophie d'amélioration permanente. Et puis bien sûr, il y a l'infrastructure de l'entreprise elle-même, la direction, la finance, le juridique, tout ce qui fait tourner la machine. Et là, on touche au cœur du sujet, le point le plus important. Le véritable avantage, celui qui fait toute la différence, il ne vient pas d'une seule de ces activités, même si elle est géniale. Non, il vient de la façon dont toutes ces activités sont connectées entre elles, dont elles se renforcent mutuellement. C'est cette synergie, ce système unique, qui devient quasiment impossible à copier pour la concurrence. Alors, une fois qu'on a fait toute cette analyse, ça nous amène à un point de bascule, un moment décisif. Une fois que l'entreprise a bien cartographié sa chaîne de valeur, elle se retrouve face à un choix stratégique absolument fondamental, parce qu'en fait, cette analyse de ses forces et de ses faiblesses, elle va la pousser à choisir entre 2 grandes voies, 2 grandes stratégies possibles. Et ce tableau, il montre ça parfaitement. On a les 2 chemins possibles. D'un côté, la domination par les coûts. Là, chaque activité est pensée pour être la plus efficace possible, pour serrer les dépenses. Pensez à un géant comme Walmart. De l'autre côté, la différenciation. Ici, chaque activité contribue à créer un produit qui est perçu comme unique, supérieur. Évidemment, on pense à Apple. Regardez juste la ligne marketing. L'un va se battre sur le prix avec de la pub de masse, l'autre va construire une histoire de marque, un sentiment d'exclusivité. Ce sont 2 mondes, 2 logiques, qui sont valables, mais complètement opposés. Bon, évidemment, ce modèle date de 1985, ça fait un bail. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce que ça devient à l'ère du numérique? Est-ce que c'est toujours pertinent? Eh bien, le changement est radical. On est passé d'une vision très linéaire où une entreprise optimisait ses trucs en interne à ce qu'on appelle maintenant un réseau de valeur. C'est un changement de paradigme complet. Aujourd'hui, la valeur ne se crée plus seule, elle se co-crée avec des partenaires, des fournisseurs et même les clients.
La force d'une boîte, ce n'est plus juste son efficacité à elle, c'est la solidité de tout son écosystème. Et le numérique, il a complètement transformé chaque maillon de la chaîne. L'intelligence artificielle, par exemple, permet de faire du marketing ultra personnalisé. Les capteurs connectés, l'IoT, permettent de prévoir une panne sur une machine avant même qu'elle n'arrive. Mais le plus gros changement, c'est que la donnée, la data, est devenue le carburant de toute la chaîne. C'est elle qui permet d'optimiser chaque étape quasiment en temps réel. Bon, on a vu pas mal de concepts, mais revenons à l'essentiel. Au final, pourquoi est-ce que tout ça est si important? À quoi ça sert vraiment? En fait, la plus grande force de cet outil, c'est qu'il force une entreprise à arrêter de penser en silo. Fini le « moi, je suis au marketing, lui, il est à la production ». Non, ça oblige tout le monde à se voir à travers les yeux du client et à se poser la seule question qui compte. Dans tout ce qu'on fait, quelle est l'activité qui crée de la valeur? Une valeur pour laquelle quelqu'un est prêt à payer. C'est un changement de perspective énorme. Donc si on résume la démarche, elle est plutôt claire. D'abord, on déconstruit son entreprise en activités distinctes. Ensuite, pour chaque maillon de la chaîne, on analyse les coûts et la valeur créée. Ça permet de mettre le doigt sur ses vrais points forts, ses sources d'avantages concurrentiels. Et l'étape finale, la plus cruciale, on s'assure que chaque activité est parfaitement alignée avec la stratégie globale qu'on a choisie. Soit on joue la carte du coût, soit celle de la différenciation. Pas entre les deux. Et pour finir, je vous laisse avec une question à méditer. Pensez à une entreprise qu'on admire vraiment. Maintenant, la question est quelle est la seule activité, le maillon unique de sa chaîne de valeur qui est le plus critique, celui qui crée la plus grande partie de ce que les clients sont prêts à payer. Souvent, la réponse à cette question, c'est la clé de toute leur stratégie. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Merci de l'avoir suivi.